Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, vidéo que vous attendiez peut-être, c'est la partie 2 du bilan du Shiny Spring Challenge de Flowfly. Autant la partie 1 était un peu mitigée en termes de lecture, alors il y aura aussi des moins bonnes lectures ici, mais quand même, c'était sympa. C'était très sympa et je tiens à préciser que c'est vraiment un challenge que j'ai adoré. Je trouvais que les catégories étaient super bien choisies et je vous recommande vraiment de le faire si jamais ça vous intéresse. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. J'ai pris mon petit bullet journal avec moi pour me souvenir des noms des catégories. Alors je crois que j'ai pas les noms des catégories, des sous-catégories en tout cas exactes. Je m'en suis rendu compte la dernière fois. Peut-être que si, je sais pas trop, mais en tout cas je vous liste quand même le truc du mieux que je peux. Première grande catégorie, c'est Printemps autour du monde. Et il fallait d'abord lire un livre très coloré ou avec une couleur dans le titre. À la base, j'avais voulu lire Ici n'est plus ici de Tommy Orange. J'avais lu un peu plus d'une centaine de pages et c'était pas le moment en fait pour moi de lire ce livre. Et il était très bon, hein, mais juste j'arrêtais pas de le reposer, j'étais pas à fond dans ma lecture et tout, donc j'ai juste décidé de le mettre de côté pour l'instant. Et j'ai remplacé par un des livres de ma pile, j'ai plus trop envie de les lire et j'ai tellement bien fait. J'ai découvert une pépite, mais alors une pépite de la littérature je crois brésilienne, si je dis pas de bêtises. Ce livre, c'est Cacao de Jorge Amado. C'était un auteur très politisé au Brésil, qui a beaucoup fait pour la lutte des classes, en tout cas qui a beaucoup écrit à ce sujet. Et on parle exactement de ça dans ce court récit, il est très petit. Hein. J'ai dû le lire en 2 heures. Voilà, affalée dans mon canapé, un jour où je bossais pas, c'était trop bien. J'ai grave kiffé. Dans Cacao, on suit un jeune homme qui, à la base, vit dans une famille plutôt, alors pas aisée, mais voilà, ils vivent correctement avec les moyens qu'ils ont. Le père était propriétaire d'une usine, le problème c'est qu'il décède. À sa mort, sa mère et les enfants partent vivre dans un quartier populaire du Brésil et l'oncle reprend la main sur l'entreprise. Et donc eux n'ont plus rien pour ainsi dire. Et du coup le gamin, je sais plus comment il s'appelle, Sergi Pano. J'imagine que ça se dit absolument pas comme ça. Du coup, Sergi Pano décide d'aller dans les plantations de cacao du Brésil, donc de s'exiler un peu de son foyer, pour essayer de grimper l'échelle sociale et en tout cas de faire de l'argent. Et on va le suivre dans ce monde-là, dans cet univers-là, où l'esclavagisme a été aboli, mais finalement, pas tant que ça, quoi. Quand on regarde les conditions de travail des ouvriers, quand on regarde les salaires qu'ils ont, la misère autour d'eux, on se rend vite compte que non, ça reste de l'esclavagisme moderne, appelé travail, mais finalement l'esclavagisme quand même quoi. J'ai mis une note, je viens de le découvrir. J'ai noté qu'il y avait dans la misère et l'injustice de ce roman quelque chose de réconfortant. Et ce quelque chose de réconfortant en fait c'est l'entraide qui émerge dans la lutte que mènent les personnages pour de meilleures conditions de vie en fait. C'est exactement ce que ce roman fait dans mon petit cœur. Un truc un peu réconfortant, voilà, au niveau de cette entraide, de cette solidarité qu'on peut retrouver entre les personnages d'une même classe sociale, extrêmement pauvre, extrêmement miséreuse. On rencontre des ouvriers, mais on rencontre également quelques femmes d'ouvriers qui sont ouvrières également. On rencontre aussi des prostituées. Il y a des passages de ce roman qui sont un peu bruts de coffre, qui traitent de la sexualité de manière un peu... comment dire, un peu hard si je puis dire. Il y a des passages qui m'ont choquée entre guillemets et en même temps c'est une réalité quoi. En même temps c'est la réalité d'une classe sociale qui est complètement malmenée par les riches. Donc voilà, j'ai complètement adoré. Et à la fin de ce livre, je suis allée en librairie et je suis tombée par hasard sur Bahia de tous les saints de l'auteur qui est un roman un peu plus connu et que j'ai trop hâte de découvrir. Ensuite, il fallait lire un nouveau livre. Donc pour ça, j'ai acheté et lu
L'homme qui marche de Jiro Taniguchi. Jiro Taniguchi, c'est comment on appelle ça les gens qui font des BD? C'est un auteur de BD. Oh merde. J'ai un manque du mot en ce moment, c'est terrible. Je crois que je suis un peu fatiguée. Bref, c'est un auteur de BD. On pourrait appeler mangaka peut-être. Ça se lit au format manga de Jiro Taniguchi. C'était génial. Voilà, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Je trouve que les dessins sont magnifiques. D'ailleurs, la libraire m'a gentiment, super gentiment, un amour, m'a offert une affiche d'un Jiro Taniguchi. Je trouve qu'il se dégage toujours une espèce de douceur de ces BD, même quand ça traite de sujets un peu plus difficiles. Là, dans L'homme qui marche, clairement, c'est de la douceur pure et dure. C'est un bonbon. J'ai carrément adoré. Je le relirai, j'en suis sûre. Les planches sont sublimes. C'est juste l'histoire d'un homme qui vient habiter dans une nouvelle ville et qui découvre le plaisir de se balader. Voilà, c'est vraiment rien de fou. Et en même temps, c'est génial. C'est apaisant pour le cerveau de lire des trucs comme ça. Et on le suit à travers ses pérégrinations, à travers les saisons, etc. Et ça m'a trop donné envie de relire du Jiro Taniguchi. Et j'ai été super intelligente le jour où je suis allée en librairie, j'en ai pas acheté un, j'en ai acheté deux. Voilà, la prochain que je lirai de lui, ce sera Le Gourmet Solitaire. Mais voilà, c'est vraiment un auteur que je trouve formidable et que je vous invite vraiment à découvrir. J'avais adoré Quartier Lointain et Les Années Douces, si jamais ça peut vous aiguiller, mais L'homme qui marche, c'est aussi très bon. Ensuite, il fallait lire un roman blanc, et là, j'ai lu un livre qui a été plus que recommandé, voilà, par notre cher Margarito. J'ai lu Lettre à D de André Gortz. Je pense que tout le monde l'a vu passer du coup sur Booktube, même dans les librairies. Je crois que grâce à Margarito, le livre est sur tous les étals. Du coup, Lettre à D, c'est l'histoire, c'est la longue lettre qu'écrit André Gortz à sa femme. Je vais pas détailler plus que ça, c'est très court, ça se lit très vite, c'était magnifique. Vraiment, c'était juste très très beau, et puis ça parle pas que d'amour, ça parle aussi de vie de manière générale, de ce que c'est d'être auteur, ce que c'est que d'essayer d'avoir une pensée qui soit un peu progressiste, et j'ai trouvé ça absolument génial. Ouais, très très beau, j'ai annoté plein de passages. D'ailleurs, quand j'ai fini de le lire, j'ai tout réécrit dans mon carnet de citations parce que j'ai trop aimé. Donc voilà, je vous le recommande également. Mais est-ce que vous aviez besoin de moi pour le lire? Je pense qu'il est déjà dans la pile à lire de tout le monde en fait. Pour finir avec le printemps autour du monde, il fallait lire un roman qui se passe sur l'eau, autour de l'eau, etc. Et alors là, c'est, je crois, ma déception ultime. Mais vraiment, je suis tellement déçue, c'est terrible. J'ai lu Manazuru de Kawakami Hiromi et je me suis forcée à le lire jusqu'au bout parce que Kawakami Hiromi, c'est une autrice que j'avais adorée avec Les Années 12, qui est même encore à l'heure actuelle un de mes romans préférés de tous les temps. Que dire de Manazuru? Si vous aimez bien les livres où par moments c'est un peu flou, où il y a du réalisme magique et tout, ça pourrait vous plaire. Moi j'ai pas aimé des formations professionnelles, je pense juste qu'elle avait besoin de soins psychiatriques, la dame qu'on suit. Manazuru, c'est l'histoire d'un foyer, d'une maman plus particulièrement, dont le mari est parti quelques années après la naissance de leur fille, sans laisser de traces. Voilà. Et depuis, depuis, cette maman, elle voit des choses qui ne sont pas censées être là, et elle vit des trucs un peu improbables. Et bref, sur un coup de tête ou pour le travail, je sais plus, elle part à Manazuru. Et quelque chose la fait revenir, notamment l'ombre entre guillemets d'une femme. Je sais pas si c'est un problème de traduction ou... Après, c'est la même traductrice que pour Les Années 12, j'ai vérifié. Je sais pas si le texte est moins bon, si juste j'ai pas kiffé l'histoire de cette nana qui part absolument à la recherche de son mari. J'ai juste pas aimé quoi. Les personnages étaient pas incroyables, j'ai pas retrouvé la douceur qu'on peut retrouver habituellement dans les romans japonais qui me plaît tant. J'ai pas du tout
trouvé la même sensibilité à la vie que j'avais eu dans les années douces. Vraiment grosse déception. Je suis tellement déçue, j'en suis presque émue quoi. J'avais tellement envie de lire ce livre et de l'aimer, mais non, pas du tout. En fait, j'ai même plutôt détesté du début à la fin. On passe à la dernière catégorie, c'était Printemps au musée. C'est peut-être la catégorie qui m'a le moins inspirée de toutes, mais j'ai quand même fait des très bonnes lectures. Premièrement, il fallait lire un roman absurde ou surréaliste. J'ai eu du mal à trouver un roman qui passerait dedans, et puis en fait dans ma pile à lire des livres que j'ai plus trop envie de lire, j'avais La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. C'était trop bien en fait. C'était trop bien, cette toute courte histoire, elle m'a vraiment beaucoup marquée. J'ai eu du mal à quand même rentrer dans le récit. On suit un petit gars, Jack, qui naît le jour le plus froid du monde, en 1874 très précisément. Et son cœur à la naissance est gelé, donc il naît d'une prostituée qui souhaite l'abandonner. La sage-femme, un peu sorcière, qui récupère le gamin, décide de lui mettre une horloge à la place du cœur. Une horloge très fragile, mais qui lui permettra de survivre. Mais elle lui a dit un truc, essaye de pas t'énerver, mais surtout ne tombe jamais amoureux. Ça détruirait ton cœur. Et j'ai trouvé que c'était une très belle fable sur l'amour, sur le destin aussi, et sur à quel point on peut aimer toute une vie, à quel point le cœur peut être grand et fort. Et au-delà de ça, l'écriture de Mathias Malzieu est vraiment magnifique. Alors évidemment, c'est très absurde comme récit. On rencontre des personnages qui sont, ma foi, tout cabossés par la vie. Et en même temps, il y a une espèce de beauté, de douceur dont on se délecte tout au long du conte et qui était hyper appréciable. En fait, c'était hyper cool à lire. J'ai vraiment trop aimé et je pensais pas. Vraiment, je pensais pas du tout aimer ce livre. Ensuite, il fallait lire un roman de réalisme magique. Là, on est sur un livre que j'ai pas fini. En fait, bon, c'est un peu bizarre. Ce livre, c'est Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, que j'avais déjà lu. Je sais plus quand. À sa sortie, probablement, je l'avais lu sur ma liseuse. Je l'avais racheté en poche pour le relire, pour lire la suite. Je me suis arrêtée là. Petit hic, je sais pas si le livre me fait plus envie ou si certains moments me posent problème. Je crois que Toshikazu Kawaguchi est un homme. Je crois que c'est un homme et la manière... est un dramaturge japonais, ok c'est un homme. La manière dont sont décrites les femmes me pose un petit souci. Voilà. J'ai un peu de mal à passer au-dessus de ça. J'avais pas remarqué lors de ma première lecture. Mais là, j'avoue que ça... Je sais pas. Ça me chauffe plus trop. Je sais pas si je le finirai ou pas. En tout cas, c'est un bof, là, pour l'instant. Je sais qu'il est hyper lu partout et hyper plébiscité. Et en fait, ouais, peut-être bof. Après, c'est super intéressant et ça donne trop envie. C'est en gros l'histoire d'un café dans lequel on peut remonter le temps. Il y a des règles précises. Il faut être assis à une table précise pour boire le café. Et il faut être revenu avant que le café ne soit froid. Donc voilà, tant que le café est encore chaud, on peut revenir à avant, dans le passé. Ça vend du rêve et en même temps bof. Voilà, bof. L'avant-dernière sous-catégorie, il fallait lire de la poésie et là j'avais trouvé un livre en librairie qui m'a trop plu. J'ai pas tout lu, mais c'est normal, c'est de la poésie. C'était Fungi de Yugos de Lovecraft, je savais pas du tout qu'il avait écrit de la poésie. Alors, moi à la base, la poésie, j'aime bien la picorer. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu vraiment l'histoire de Fungi de Yugos. Donc c'est à peu près ça, voilà, surtout ça. Et ensuite j'ai picoré des poèmes de ça, de là, c'est des poèmes d'horreur et de merveille qui ont été écrits entre 1916 et 1936. Il y a des poèmes que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très bon, en tout cas pour Fungi de Yugos en tant que tel, c'était très visuel, très immersif.
Ça m'a donné envie de découvrir plus de Lovecraft. Après, je crois que Lovecraft est un auteur problématique. J'ai un doute, éclairez-moi en commentaire. Mais je crois qu'il est problématique, cet auteur. Bref, en tout cas, j'ai lu ça. C'était bien, c'était très bien même. Et j'ai beaucoup aimé la poésie de Lovecraft. La poésie, voilà, c'est un peu particulier. Je trouve que c'est super dur à décrire. Et c'est pas à découvrir par vous-même, en fait, tout simplement. Vous verrez bien si vous aimez ou pas. Et ça fait du bien de lire de la poésie qui change un peu avec un univers un peu SFFF. J'ai trouvé ça vraiment très cool. Et si vous avez d'autres recommandations en poésie SFFF, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Une 2 vidéos à la suite, je commence à avoir mal à la gorge, mais fort heureusement, ça se termine. Le dernier livre, il fallait lire un roman bizarre, malaisant, quelque chose comme ça. Je savais pas quoi lire, en fait, et je me suis dit, bah, je vais lire des trucs et je vais bien tomber sur un livre bizarre ou malaisant. Alors, c'est bizarre, c'est malaisant, par moments. C'est aussi super doux, c'est un récit d'enfance, c'est une quête, c'est un anti-héros, c'est trop bien. C'est Ma Reine de Jean-Baptiste André. Encore une fois, c'est un livre qui faisait partie de la pile des livres que j'avais plus du tout envie de lire. Vraiment, je vous recommande ce système. Hein. Ça marche du feu de Dieu pour moi. Dans ce roman-là, on est en Provence en 1965 et on suit un jeune homme qui s'appelle Shell. Oh, c'est rigolo ça, je m'en souvenais plus. Il s'appelle Shell et il décide un jour, enfin voilà, c'est un gamin qui est un peu déficient intellectuellement, il s'en rend bien compte, il a des difficultés, il va plus à l'école, il vit avec ses parents à la station essence et il n'a pas le droit de toucher à grand chose à la station. Arrive un jour où il décide de partir à la guerre. Donc il va aller dans les montagnes, les collines, etc. Il part seul. Et il va rencontrer dans ces collines une petite fille. J'ai plus son nom en tête, Viviane je crois. Il va rencontrer la petite Viviane qui a son âge et qui va accepter de jouer avec lui, mais seulement si elle est la reine et qu'elle a le droit de faire tout ce qu'elle veut et de lui imposer absolument tout ce qu'elle veut. Il y a une amitié très forte avec cette petite fille et en fait c'est sa seule amie et du coup effectivement il ferait tout pour elle. Et ce roman c'est l'histoire d'une amitié mais aussi c'est un roman très très cruel sur le monde des enfants. C'est un roman qui parfois est bizarre, qui parfois est malaisant mais qui est aussi extrêmement touchant. Shell c'est un anti-héros par essence. C'est le gamin atypique avec qui personne ne veut traîner dans la cour de récré. Et évidemment j'ai adoré. Évidemment j'ai adoré ça. En plus l'écriture de Jean-Baptiste Andréa est vraiment superbe et hyper immersive, hyper visuelle. Je peux que vous recommander ce roman. Le mien est dans un piteux état. Et du coup ça m'a trop donné envie de découvrir d'autres choses de cet auteur. Et c'est ce que je vais faire a priori ce mois-ci. Donc je suis plutôt contente. Donc voilà, j'ai terminé avec ce bilan du Shiny Spring Challenge. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. En tout cas, moi j'étais très contente de vous retrouver et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!